Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à l'Ivy League, épisode 2 de cette saison 3. Aujourd'hui, retour sur la première semaine de compétition et petit preview de la semaine qui va arriver. Donc voilà, donc première semaine de compétition d'Ivy League, on a eu du bon, on a eu voire du très bon, on a eu du très mauvais aussi du côté des facs du côté du nord-est des États-Unis. Voilà, donc on a soufflé un peu le chaud et le froid. De manière globale, ça a quand même été un bon week-end. Il y a quelques équipes qui ont déçu, mais il y a quelques équipes qui ont surpris vraiment très positivement. Et on va en parler un petit peu plus grandement. Je vous propose de commencer par les équipes qui ont déçu. Et on va commencer par la première qui était sur le terrain. C'est les Lions de Columbia. On se souvient, vainqueur l'année dernière de l'Ivy League, un peu à la surprise générale après la première année de John Poppy sur le banc des Lions. Donc on avait quand même pas mal d'espoir pour ces Lions-là. Malheureusement pour eux, ils sont tombés contre une équipe des Léopards de Lafayette qui était au niveau, hein. On s'y attendait, hein, très clairement. Ça faisait partie des bonnes équipes, hein, tout simplement, de FCS cette année. Ils venaient avec seulement une seule défaite, c'était contre Bowling Green en week 1. Donc voilà, donc d'une certaine façon, pas surpris du résultat, mais plutôt de la manière quand même, parce que Columbia a vraiment vraiment déçu. C'est un match que j'ai lancé en parallèle du Oklahoma State Tulsa. Envie de pleurer un peu. Bref, beaucoup. Alors l'année dernière, l'équipe était hyper clinique et défensivement hyper costaud. Et là, ça a été quand même beaucoup plus compliqué. 38 points encaissés, avec jamais cette impression de pouvoir arrêter Lafayette. Quasiment 400 yards pour eux. Et puis offensivement, Chase Goodwin, le quarterback, n'a pas été très précis, seulement 15 sur 34 au niveau des yards, enfin des complétions, donc c'est vraiment assez faible, hein, on va pas se le cacher. Et le jeu au sol qui a eu quand même un petit peu de mal à se mettre en place. Donc forcément, vous arrivez donc à la sortie avec une bonne fessée pour les Lions qui vont devoir rebondir rapidement. Et je sais pas trop ce que ça va donner parce qu'on en parlera, mais le calendrier est quand même pas simple du tout. Et je suis un petit peu circonspect sur cette capacité aux Lions de rebondir tout de suite, en tout cas. Voilà, au niveau de l'attaque au sol, ça a été compliqué. Enfin, l'attaque de manière globale, ça a été quand même très compliqué. Alors, il menait la mi-temps, hein. Non, il menait pas la mi-temps, pardon, mais c'était assez serré la mi-temps, mais derrière, en seconde mi-temps, Lafayette a accéléré très clairement, notamment au sol, et quasiment 250 yards pour eux au niveau du jeu à la course. Donc vraiment une performance offensive voilà, très très bonne. Et finalement on est un peu surpris parce que sur les qualités qu'on avait vues de Columbia l'année dernière, ça s'est pas vu cette année. Donc voilà, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On savait que ça va être dur, mais d'entrée de jeu, ils sont un peu dans le dur. Voilà, il va falloir rebondir, mais malheureusement pour eux, comme je vous ai dit, le calendrier il est quand même compliqué. Et au vu de ce qu'ils ont monté, notamment défensivement, je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a Georgetown qui arrive juste après, mais on va en parler, on en parlera un petit peu plus tard dans la deuxième partie d'émission. Voilà. J'attendais quand même mieux de Chase Goodwin au poste de quarterback, hein, je l'avais dit. Là, c'était quand même pas top. À noter quand même le très bon match de Charlie Newton, le linebacker, mais ça n'a pas suffi. Voilà, il y a quand même presque un déficit de 100 yards en tout et pour tout sur l'ensemble du match, notamment de mi-temps. Donc voilà, donc Columbia doit rebondir parce que ça la fout très mal cette défaite de plus de 20 points en semaine 1. On va continuer sur les très mauvaises surprises. Alors, on va pas là, par contre, c'était un match qui était compliqué à regarder parce que voilà, c'était un petit peu chaud en termes de ce qui a été proposé sur le terrain. C'est Cornell qui se déplaçait du côté à Albany, donc pour un match de rivalité dans les facs de New York, de l'État de New York. Pourquoi c'était compliqué? Parce qu'en attaque, c'est chaud. Cornell, on s'y attendait. Jenson Wong n'est plus là. Donc c'est Devin Page, le quarterback titulaire cette année, alors titulaire. Ils se sont partagés les snaps avec Garrett Bass-Sulpizio. Ni l'un ni l'autre n'ont vraiment convaincu, hein, qu'on soit très clair. Garrett Bass-Sulpizio plutôt en première mi-temps, Devin Page plutôt en seconde. Mais bon, voilà. Offensivement, il s'est pas passé grand-chose, hein. Il s'est pas passé grand-chose. On s'y attendait, hein, lors de la preview. J'ai dit attention. Les meilleurs éléments sont partis ou blessés. Donc forcément, ça s'est vu. Donc voilà, donc très pas surpris de cette difficulté qu'a eu Cornell à avancer sur faire bouger les chaînes.
C'était contre une fac qui était quand même aussi en difficulté, donc c'est pour ça que ce dont on pensait qu'elle allait être compliquée cette année avec Cornell, ça s'est confirmé, pardon, parce que les Great Danes, c'est quand même pas non plus une force en FCS cette année, et voilà, donc une défaite, bon, certes à l'extérieur, mais voilà, qui n'augure rien de bon, notamment offensivement. Même si défensivement il y a eu quand même des bonnes choses, mais voilà, pas assez en tout cas pour mener le Big Red à la victoire sur ce match-là. Il va falloir montrer autre chose offensivement s'ils veulent espérer quand même quelque chose en Ivy League. Et au vu de ce qu'ont montré certaines autres équipes, attention quand même. Voilà. Il y a quand même une chose positive. Voilà, j'ai beaucoup tapé sur Cornell, c'est défensivement, ça a été quand même plutôt pas mal, moins de 4 yards par jeu pour l'Université d'Albany, donc ça c'était plutôt bien. Mais bon, voilà, à côté de ça, c'est un peu le calme plat, donc voilà. Princeton. Quoi dire sur Princeton? Princeton, c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour décrire la performance de Princeton cette semaine. Pourquoi c'est n'importe quoi? Eh ben parce qu'ils ont fait voilà, ils menaient 21-0, ils menaient 21-0, ils ont mené 28-7, ils ont mené 35-14 et une deuxième mi-temps absolument calamiteuse, notamment un quatrième quart-temps calamiteux. Et voilà, patatras, défaite contre San Diego. Pareil, San Diego qui pas un fou de regard cette année à FCS. Donc voilà, donc je, j'ai commencé à regarder la première mi-temps, je dis ça y est, les Tigers sont de retour, une attaque qui était bien en place. Enfin, franchement, vraiment très très cool. Et puis ils prennent par 35 pions, par une attaque qui est quand même pas non plus dingo. Donc voilà, donc moi je suis très très déçu de la part de Princeton. Pourquoi je suis très déçu? Bah parce qu'en fait, ils ont été dans l'incapacité de remporter un match qu'ils auraient dû remporter, je veux dire, les yeux fermés. Enfin, tu mènes 21-0, 28-7, tu dois emballer le match, on n'en parle plus. Ils menaient même 21-0 au bout de moins de 10 minutes de jeu, donc on s'était dit, ouais, c'est terminé, merci, au revoir. Félicitations à San Diego, hein, qui a réussi à rebondir derrière ça, mais c'est vrai que quelle déception, quelle déception. Et voilà, donc toujours je vais pas trop taper sur l'attaque parce que ben voilà, offensivement ça a fonctionné. On a vu Blaine Ipa en poste de quarterback, même si c'était plutôt Kay Colon qui a mené l'attaque cette fois-ci des Tigers. Les deux quarterbacks ont été relativement corrects. Alors Blaine Ipa, il a pas fait d'interception, déjà rien que ça c'est une sacrée performance. Mais voilà, défensivement, voilà, quoi dire, ils encaissent quasiment 400 yards dans la réception. Enfin, ils implosent totalement. Il y a eu du fumble, il y a eu, enfin bref, très très déçu de la part de Princeton. Donc voilà, pour le coup, les voyants étaient ouverts au bout de 10 minutes de jeu. Là, les voyants sont très clairement en rouge. Et pareil, on va se demander ce que ça va donner sur le reste de la saison, parce que si les autres équipes vont le voir, quoi, ils ont été incapables de contrôler un match contre une équipe qui était factuellement quand même sur le papier moins talentueuse qu'eux. Et tu te dis quand même qu'est-ce que ça va donner sur le reste de la saison. Parce que voilà, il va falloir rencontrer des grosses équipes. Il y a un déplacement à Lafayette d'entrée de jeu, encore une fois cette semaine. Il y a Mercer aussi qui arrive. Les trois matchs qu'ils joueront contre des équipes qui ne font pas partie de la Ligue, ils ont perdu le plus simple, hein, très clairement. Donc voilà, et c'était à domicile. Je sais pas, à voir, on va voir si on va être capable de rebondir. Mais voilà, je suis assez déçu pour l'instant de ce qu'ils ont montré. Je pense que c'est un peu la soupe à la grimace du côté des Tigers. Voilà pour les trois équipes qui ont perdu leur match. Et très clairement, ces trois équipes pour lesquelles on a énormément on se fait énormément de soucis, pardon, parce que ce qu'ils ont montré sur le terrain, ils sont tombés contre des équipes soit plus faibles qu'eux, pour le cas de Princeton par exemple, soit d'un niveau à peu près équivalent pour le cas de Cornell, soit sur une équipe qui est plus forte que pour Columbia, mais on va dire le contenu, c'est pas ça qu'on attendait, quoi, très clairement. Et donc voilà, alors encore une fois, c'est qu'un match, on va attendre un peu avant de tirer des conclusions, mais sur ces matchs-là, moi je me fais du souci. Je me fais du souci pour Columbia parce que la défense n'est pas au niveau, je me fais souci de Cornell parce qu'ils sont incapables de faire bouger les chaînes, et je me fais du souci pour Princeton parce qu'ils sont pas capables de contrôler un match qu'ils auraient dû contrôler et terminer bien avant. Voilà pour les trois équipes perdantes. On va passer du côté maintenant des équipes gagnantes. On va commencer par l'équipe qui a remporté son match, mais
dont la prestation était quand même compliquée, c'est nos amis de Penn. Pourquoi nos amis de Penn, ça a été compliqué? Parce que de la même façon, ils avaient un match bien en main, ils ont mené, je crois, quasiment 21 à 7 tout au long du match. Enfin bref, c'était aucun problème là-dessus. Et un dernier quart-temps compliqué. Et il a fallu un field goal de Sam Smith, le kicker freshman des Quakers, pour l'emporter face à une équipe pareille. Les Skyhawks de Stone Hill, c'est pas un gros nom en FCS, loin de là. Donc attention, cette victoire de Penn, elle est là, mais elle n'est pas hyper, de bon augure. L'attaque a fonctionné à peu près correctement, on va dire, mais ils sont sauvés quand même sur les équipes spéciales. Donc voilà, donc nous on est je suis un petit peu circonspect par rapport à ce que Penn a montré. Offensivement, je m'attendais à quand même un petit peu mieux. Liam O'Brien, pas de problème, la connexion avec Jared Richardson, aucun problème là-dessus. Enfin voilà, les forces en présence sont là, mais finalement, Jared Richardson, c'est seulement 5 réceptions. Alors, il a 103 yards à la réception, ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, je suis quand même pas très emballé parce qu'a montré Penn. Alors les difficultés défensives, on pouvait à peu près s'y attendre, mais offensivement, je l'attendais un petit peu mieux face à une équipe quand même qui est pareil, qui est pas un foudre de guerre et dont Penn aurait dû remporter le match bien plus tranquillement. Donc voilà, donc il y a encore des choses quand même à construire en attaque. Malaki Osley manque très clairement au poste de running back. On va voir ce que ça va donner les semaines suivantes. Quand même que les équipes spéciales ont fait, enfin là j'ai mentionné le kick de Sam Smith, mais il y a aussi un punt return de 63 yards de la part de Jalen Stoke qui fait énormément de bien. Euh, et voilà, et qui en fait parachèse entre guillemets le succès, en tout cas a permis à Penn à faire la constante tout au long du match et qui fait du bien. Et Penn a été dans la capacité aussi de marquer beaucoup de points malgré un total de yards bien supérieur au niveau de l'attaque. Donc voilà, donc je suis quand même, je mets quand même une astérisque à cette victoire-là. Il y a quand même des joueurs de talent. Julian Stoke au poste de running back, ça a été tout à fait correct en plus de son punt return. Donc voilà, donc il y a quand même des choses positives, mais attention à pas sortir du match face à des équipes quand même qui sont censées être largement plus faibles. Mais voilà, peine 1-0 au bilan. Voilà, ça c'est fait. Toutes les équipes ne peuvent pas dire autant. On va passer maintenant attendez, il manque quoi? Aux 3 victoires quand même très positives, on va dire ça comme ça, de la part de la ville la semaine dernière. On va commencer par quoi? On va commencer par non, les 4 victoires par montrer, parce qu'il y a 4 victoires qui sont quand même importantes. On va commencer par Harvard. Je vais commencer par Harvard parce que c'est peut-être la victoire qui est sur le papier la plus éclatante. Il menait 45-0 à la mi-temps. Enfin bref, Jan Craig a été tout à fait correct. Ils ont fait tourner l'effectif. Andrew Warwick a fait bien tourner. Voilà, match presque on va parler d'un scrimmage presque pour Harvard à ce niveau-là, voilà, contre les haters de Stenson. On s'y attendait. Voilà, il fallait faire le taf. Ils l'ont fait. Offensivement, ça a l'air d'être quand même ultra costaud quand même. Moi, je suis très excité de voir ce que ça va donner, cette équipe d'Harvard. Donc voilà, ils ont bien fait tourner. Il y a eu 7 ou 8 joueurs, je crois, qui ont couru, voilà, qu'on peut jouer au poste de running back. Voilà, donc il y a vraiment eu un match avec une victoire éclatante et un turnover important au niveau de la formation. Donc ça, c'est quand même très cool. Et surtout cette impression d'un peu inarrêtable d'une certaine façon qu'on a vu au niveau de l'attaque de Harvard qui est quand même très excitante. Et bien évidemment aussi cette défense qui s'est mise au diapason et qui a complètement annihilé l'attaque de Stenson. Donc voilà, donc ça c'est quand même très positif. Attention quand même parce que le spread était à quasiment 40 points. Donc voilà, il faut raison garder. Mais ils ont fait le taf. C'est assez rare quand même quand on voit des équipes FCS éclater comme ça des opposants. On s'y attendait. Ils l'ont fait. Ils ont été bons. Ils ont été aussi cliniques. Peu de pénalités. Enfin bref, ça a été un match vraiment très propre. Donc voilà, donc quand même très content de ce qu'a montré Harvard, qui confirme très clairement son statut, on va dire, d'épouvantail en Ivy League. Donc voilà, donc c'est très cool pour eux.
On va passer maintenant aux 3 autres matchs où l'Ivy League a frappé et frappé fort. On va commencer peut-être par le plus surprenant, pas pour le résultat, mais pour l'ampleur de la victoire. C'est Brown qui s'est imposé à domicile contre Georgetown. Asseyez-vous bien, 46-0. Brown, voilà, j'avais dit, si l'attaque se met en place, ça pourrait être sympathique. Et là, ça a été quand même très 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 sympathique. Une démonstration notamment offensive, une capacité quand même qu'ont eu les Bears à capitaliser sur les erreurs et une défense qui a complètement asphyxié les quarterbacks des Hoyas. Des Thomas qui finit à 7 sur 24 et 2 interceptions. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie au niveau des lignes de statistiques? Et puis voilà, cette impression que la défense, elle était intraitable. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'a montré Brown, notamment défensivement, et une attaque qui a déroulé. Il n'y avait pas besoin de faire plus. Donc, Quentin Brown, le running back, très bien. Matt Childs, qui a été tout à fait correct aussi au poste de running back, dont on attend beaucoup. Donc là, ce one-two punch, on s'y attendait. Et ça a été très bien. Jess Murphy au poste de quarterback, efficace. Voilà, il n'y avait pas besoin d'en faire tant que ça. Et donc forcément, ça s'est goupillé. Mais l'ampleur, vraiment l'ampleur de la victoire, elle est assez impressionnante. Donc voilà, donc je suis ravi de ce que j'ai vu. 4 turnovers forcés. 2 interceptions et 2 fumbles, pardon, j'en baille. Et Tommy Dunn, 3 sacs, un fumble provoqué. Ike Odimwegu, 3 sacs. Enfin voilà, une défense mais assez incroyable contre une attaque de Georgetown qui a fonctionné les semaines précédentes. Il ne faut pas vous dire, ouais, d'accord, mais il n'y avait rien en face. Non, c'est pas le cas. Hein. Ils ont mis 37 points. Les matchs précédents, c'était 51 points contre Davidson, 31 points contre Wagner et 37 points contre Lafayette. Et oui, Lafayette qui vient d'exploser Columbia. Donc, wow. On va voir, c'est qu'un match, mais je suis très excité. Et devinez ce qui arrive ce week-end, c'est Brown Howard. Et ouais. Le premier déjà gros choc en Ivy League, on s'y attendait pas forcément, mais il est là. Et je pense que ce match faudra se peser en cacahuètes, on y reviendra juste après. 2 autres matchs où l'Ivy League a très clairement marqué les esprits. On va commencer par Dartmouth qui s'est imposé dans le match de rivalité contre New Hampshire 27-20 derrière une performance formidable de DJ Crowther, le running back 143 yards et 3 TD, mais quel joueur, quelle impression de puissance. Voilà, un running back, un power running back comme on aime, enfin je veux dire c'était assez impressionnant. Grayson Saunier, le quarterback au diapason, voilà, face à une équipe des Wildcats qui c'est très costaud, vraiment c'est une belle victoire. Tout a un peu tourné pour eux, comment dire, dans le bon. Il y a eu des pertes de balles, notamment, il y a eu 2 interceptions de Matt Veza, le quarterback, pardon, au bon moment, j'ai envie de dire pour Dartmouth. Voilà, il y a eu ce sentiment que la pièce est tombée du bon côté à chaque fois, quoi, que c'était assez serré entre les 2 équipes là. Voilà, Grayson Saunier a fait du Grayson Saunier, une interception, pas de TD pour lui, mais voilà, le jeu au sol était tellement bien en place qu'il n'y a pas eu non plus besoin pour lui de forcer trop les choses. C'est vraiment une belle victoire, une belle impression, notamment offensive, 432 yards en tout, c'est quand même pas mal du tout. Franchement, ils ont réussi à contrôler la possession, c'est jamais simple non plus. Je suis très emballé par ce que j'ai vu aussi. Ça va être une équipe besogneuse, voilà, on a vu ce que ça donnait, ça va être une force en présence encore une fois. Très bonne performance de Grayson Obara au niveau du poste de receveur avec plus de 102 yards pour lui et notamment une belle réception pour 48 yards. Donc voilà, donc je pense qu'on est quand même sur quelque chose de vraiment intéressant du côté de Dartmouth contre une bonne équipe, hein, voilà, ça il faut le dire, ce sont des bonnes équipes, voilà. Il y a eu Harvard, c'était une victoire contre un cupcake, on va dire très clairement. Mais Georgetown, c'est une bonne équipe. New Hampshire, c'est une bonne équipe. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très cool. 2 interceptions de la défense, voilà. Les voyants sont ouverts aussi pour Dartmouth. Capacité pour la défense de créer des turnovers. Capacité à l'attaque faire avancer. Donc voilà, donc c'est vraiment très cool. Et puis voilà, ils ont trouvé leur running back numéro 1, DJ Crowther, donc un senior.
Mais vraiment, je vous conseille, si vous n'avez pas eu la chance de regarder, en tout cas de regarder les highlights du match, parce que c'était vraiment très très cool. Et Grayson Saunier, bien clutch comme il fallait, avec cette passe pour 48 yards en toute fin de match. Donc vraiment très très cool. Voilà, très excité pour Dartmouth également. Dernier match donc et dernière victoire qui là pareil a fait comment dire, je pense marque un peu les esprits parce que la performance, enfin en tout cas l'impression donnée par Yale non, c'était à domicile, c'était à Yale pardon, contre Holy Cross a été vraiment très impressionnante. Alors Holy Cross, vous dites ouais mais Holy Cross était à 0-3-0, ils sont à 0-4-0 maintenant. Je l'avais dit lors de la preview, Holy Cross n'a perdu ses matchs de 2, 2 et 1 point. Ils en ont pris 18 là, et sachant que le TD arrive en toute fin de match. Quel match, franchement, quel match de Yale. Toujours pareil, Josh Pinsenberger au sol, une machine. Très clean en attaque. Dante Reno, qui était quarterback titulaire, on s'y attendait, hein, j'avais fait la preview et honnêtement, on ne se rendait pas autre chose, qui a été pas mal et qui va être de mieux en mieux parce qu'il y a quand même pas mal de passes loupées, c'est lancé trop fort, overthrown. Quand il se sera calé avec ses receveurs, là, il y a déjà la connexion avec Nico Brown qui fonctionne bien. Je pense que ça va vraiment, vraiment être sympa à voir. Et puis il y a toujours pareil, il y a cette défense qui est quand même là aussi. Enfin, je veux dire, c'est une équipe qui est complète. On s'y attendait. Et voilà, et c'est quand même un vrai bon match sorti par Yale qui a eu cette impression de rouleau compresseur qu'on n'avait pas vu l'année dernière. Et franchement, ça fait plaisir. Et on a quatre équipes, vraiment au moins quatre équipes qui ont vraiment montré des excellentes choses. Et donc forcément, on se dit, bah, ça va être cool, ça va être cool. Et il y a des bonnes surprises. Yale, j'y attendais pas à ce qu'il y ait cette démonstration. Et Brown, j'y attendais pas. Donc vraiment, vraiment, c'est très très cool ce qu'on a vu sur ces matchs-là. Et ça inaugure vraiment, vraiment, vraiment du mieux. Et déjà, il y a des matchs qui vont être intéressants dès ce week-end. Donc là, on va partir sur la preview de la semaine 2. On a nos premiers matchs entre équipes de Ivy League. On a Cornell qui se déplace à Yale. Et on a, je dis, Brown qui se déplace du côté de Harvard. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Alors, on va commencer, on va faire chronologiquement les matchs. Je vais commencer par Dartmouth qui se déplace du côté de Central Connecticut. Quoi dire sur ce match-là? Les Blue Devils sont à 2-2 pour l'instant. C'est une défaite contre Yukon et une défaite contre Merrimack. Je pense que théoriquement ça ne devrait pas poser trop de soucis à Dartmouth. Attention quand même, on va dire, à rebond après un joli match. Voilà, ils ont été en capacité de créer des turnovers contre New Hampshire. Ils rencontrent un quarterback qui a tendance à un peu arroser sans être trop précis. C'est en personne de Brady Olson. On va voir. C'est une défense qui encaisse un petit peu de points quand même, les Blue Devils. Donc on va voir ce que ça va donner aussi. Ils ont pris 59 points contre Yukon, qui est quand même une équipe FBS de bon niveau. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen pour que Dartmouth continue sur sa lancée. Dartmouth est donné vainqueur d'ailleurs de quasiment 14 points. Et je pense qu'effectivement on va être là-dessus. Mais pareil, voilà, ce seront des matchs pour Dartmouth qui ont besoin de montrer qu'ils sont bien là. Et voilà, ces matchs-là, ils doivent les gagner facilement. Parce qu'après, il y a déplacement à peine et réception de Yale qui arrive rapidement. Donc voilà, donc ça, il faut se mettre toutes les chances de son côté. Toujours à 18h. On va parler de quoi? On va parler de Georgetown qui se déplace à Columbia. Donc ça va être un match hyper cool. Ça va être un match hyper bien. Pourquoi ça va être un match hyper bien? Parce que les deux équipes doivent rebondir. Aussi simple que ça. Georgetown a pris une valise contre Brown. Les Lions ont pris une valise contre Lafayette. Donc voilà, donc il est temps pour les deux équipes de rebondir. Et ça reste quand même un match de rivalité. Les deux équipes se battront pour la Lou Little Cup. Donc c'est pas forcément il y a eu seulement 12 rencontres avec deux équipes, donc ça va être la 13e. Donc c'est pas forcément une habité qui joue depuis très longtemps, mais voilà, la Lou Little Club vient du nom du coach qui a coaché pour les deux programmes. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Les Hoyas sont donnés légèrement favoris on va dire à peu près 5 points. Moi vraiment, vraiment, ce match il va être dur à pronostiquer.
Pourquoi? Parce que quelle d'attaque de Georgetown on va voir? Est-ce que c'est l'attaque de Georgetown sur les premières semaines ou l'attaque de la semaine dernière? J'en sais rien. Quelle défense de Columbia va arriver? Est-ce que c'est la défense de l'année dernière qui a été très efficace ou alors cette défense de la semaine dernière qui a été poreuse? Donc on va voir aussi. Donc pour moi, c'est un match qui va être qui est complexe à pronostiquer. Chase Goodwin doit absolument retrouver son mojo. Sinon, ça va être compliqué pour les Lions. Voilà, il est, il est compliqué de tirer des conclusions aussi sur un match, mais j'ai du mal à voir les Lions rebondir par rapport à ce qu'ils ont montré sur ce match-là. Et de la même manière, Georgetown, ça peut aussi arriver de louper un match contre Brown la semaine dernière, mais ce qu'ils ont montré depuis la saison, ça montre quand même que c'est une équipe plus costaud que ce qu'on a vu jusqu'à présent, en tout cas le match de la semaine dernière. Donc voilà. Je vais donner, copier ma faute, je vais quand même donner les Lions vainqueurs dans un match qui devrait être serré, quoi qu'il arrive. On va voir ce que ça va donner. Troisième match à 18h, Pennsylvania qui se déplace du côté de Lehigh. Penn. Est-ce que ça va être la peine pour Pennsylvania? J'en sais rien. C'est une bonne équipe. Une bonne équipe de Lehigh qui va être jouée. Ils sont à 4-0, hein, ni plus ni moins. C'est une attaque qui peut scorer des points. Mais une défense qui peut être aussi poreuse par moment. Donc un bon test pour Penn. L'IA est donné favori d'à peu près un touchdown. Donc moi je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Penn, dont j'ai dit, il va falloir montrer autre chose, hein, très clairement, s'ils veulent l'emporter, parce qu'offensivement, il va falloir passer la vitesse supérieure et être capable de capitaliser. Donc voilà, je pense que ça va être dur quand même contre l'IA, qui est quand même une bonne équipe. Donc on va voir quelle version de Penn on va voir sur le terrain. Donc je vais donner l'IA vainqueur. 18h, le dernier match. Donc c'est le dernier match de 18h. Pardon, c'est Cornell qui se déplace du côté de Yale. Quoi dire sur ce match-là? Cornell, très compliqué. Yale, rouleau compresseur en match en semaine 1. Bon, j'ai pas beaucoup d'espoir de voir Cornell marquer des points contre cette défense de Yale. Et comme j'ai pas beaucoup d'espoir de voir la défense du Big Red arrêter cette attaque des Bulldogs. Plus 3 TD d'écart selon le spread. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense quand même très clairement que Yale a beaucoup plus d'arguments, de poids, et je vois mal comment le Big Red peut s'en sortir dans un match compliqué à gérer pour la fac de l'État de New York, qui a un calendrier de début de saison quand même compliqué. Yale, qui va devoir surfer sur cette belle victoire de la semaine dernière et qui va pouvoir comme ça, pourquoi pas être en tête de la V-League après une victoire. Parce que les choses sérieuses commencent la semaine d'après pour Yale. Donc c'est important de mettre les choses en place. Parce qu'en semaine 3, il y a un déplacement à Lehigh, attention. Puis un déplacement à Dartmouth, attention. Voilà, donc ça c'est cool. Donc je donne bien évidemment Yale vainqueur et je pense que le spread va être dépassé. Match à 21h30, Princeton qui se déplace du côté de Lafayette. Lafayette donné largement favori de quasiment 18 points. Princeton, on va rentrer une équipe de Lafayette en pleine bourre. Ils ont été dans l'incapacité d'arrêter San Diego. Je vois pas comment ils vont être dans la capacité d'arrêter Lafayette. Comment dire? L'espoir sera dans le fait que Lafayette encaisse quand même des points. Ok, et que cette attaque de Princeton a montré quand même des choses. Donc pourquoi pas, même si je ne me fais pas quand même d'illusion forte sur la capacité à Princeton de déjouer les pronostics. Je vais donner Lafayette vainqueur, mais peut-être que le spread ne sera pas couvert. On va voir ce que ça va donner. Dernier match dont on va parler cette semaine, et c'est le gros choc en Ivy League, et c'est Brown qui se déplace du côté de Harvard, et le spread, accrochez-vous bien, le spread donne vainqueur Harvard seulement de 1 point. Harvard est favori de 1 point contre Brown. Parce que Brown a marqué quand même les esprits sur ce premier match. Et que on va voir ce que ça va donner. Enfin, c'est un match vraiment qui va être cool. Alors pareil, c'est un seul match qui a été joué des deux côtés. Donc attention à l'emballement médiatique. Harvard en totale maîtrise. Brown qui a peut-être boxé un peu plus haut que son réel niveau la semaine dernière contre Georgetown. Donc on va voir. Le match il a lieu à minuit. Heure française.
Alors, je sais que vous allez me dire, ouais, mais gna gna, minuit, il y a les gros matchs qui vont commencer derrière. Je suis d'accord, hein, Alabama, Georgia, 1h30, Oregon, Penn State à 1h30 également. Mais voilà, je pense que c'est. En attendant, en fonction de à quoi ça ressemble LSU, Ole Miss, ou Auburn, Texas A&M, en fonction de ce que vous regardez à 21h30. Voilà. Mettez-vous en deuxième écran ce match-là parce que je pense que c'est cool. En plus, c'est assez rare de les voir jouer de nuit aussi, les matchs d'Ivy League en général, quand ils jouent plutôt vers 18h, en dehors des matchs bien sûr du vendredi soir. Mais j'aime bien l'ambiance des matchs d'Ivy League la nuit, je trouve que ça donne un autre cachet. Et puis voilà, c'est un super match. C'est le premier gros choc inter-Ivy League de la saison, dont deux équipes qui ont marqué les esprits. Et je vais donner quand même Harvard vainqueur, oui, parce que Brown était peut-être en sur-régime la semaine dernière, et Harvard a quand même montré beaucoup de choses et m'a l'air d'être un peu plus armé, même si je suis quand même très excité de voir ce que ça va donner. Est-ce que Harvard va être en capacité d'arrêter le one-two punch de Brown? On verra ça tranquillement cette semaine. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écoutez, pour ce deuxième épisode de la saison 3 consacré à l'Ivy League, on se retrouve en milieu de semaine prochaine, comme d'habitude, vous connaissez le programme. Sinon, il y a bien sûr les épisodes débrief de la semaine en FBS. L'épisode débrief, je crois que Maxence l'a enregistré sur le groupe of 5. Et bien évidemment, on doit aussi que samedi, etc., etc. Comme d'habitude, à peu près 3 épisodes de podcast par semaine. Vraiment, vous êtes gâtés cette année. Donc voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine de college football. Et on se retrouve samedi pour le 12. Salut tout le monde.